Et comme ça permet au dernier de rentrer pour savoir tous les secrets du numérique. Alors on va peut-être commencer par se présenter. Alors je vais le faire moi-même, puisque si chacun de vous le faites, ça va prendre la demi-heure. Hein. Qui c'est qui connaît la FEN? Ça, c'est le moment interactif. Genre, voilà, il se passe des trucs, on lève la main, on se réchauffe parce qu'on bouge. Alors la FEN, c'est quoi? C'est une association dont je suis le président, donc ils m'ont choisi. C'est toujours un peu délicat. La FEN, c'est une association de responsables de formation. C'est l'association des responsables de formation en entreprise. On est 10 000 sur l'ensemble du territoire et ensemble, on se dit finalement, qu'est-ce qui bouge dans le numérique? Qu'est-ce qui bouge en formation? Alors en formation, il y a les réformes, donc vous avez pu voir qu'elles sont nombreuses. Comment est-ce qu'on les met en œuvre? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec tout ça? Et puis aussi, il y a tout le numérique, où vous apercevez que pour des responsables de formation, ce n'est pas forcément évident de comprendre. Et aujourd'hui, donc, comme tout le monde ne vient pas au salon, dans ces cas-là, l'association est là pour discuter avec eux. Mais c'est aussi le fait de dire, en dehors des prestataires, quelle stratégie on peut avoir. Parce que dire qu'il y a des nouvelles formules, mais chaque année, vous allez en voir des nouvelles, et puis tout le monde dit que c'est nouveau chaque année, donc vous embêtez pas si vous ratez une année. Mais ça veut dire que comment, au lieu d'être un acteur au coup par coup, j'ai une vraie stratégie à 3, 5 ans, 10 ans, vu que dans 3 ans, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Donc comment est-ce que j'engage des fonds dans une vraie stratégie numérique? Donc ça, à un moment, quand on a des signaux faibles, en disant... on se réunit tous ensemble, et ceux qui ont tenté quelque chose et que ça a plutôt marché, dans ces cas-là, on profite de leur expérience. Voilà. Et l'avantage, c'est que comme il n'y a pas de prestataire dedans, ça permet justement de discuter pour de vrai. Voilà. Est-ce que le présentiel est mort? Est-ce qu'on peut faire autre chose? Est-ce qu'il y a des gens qui tentent des belles choses? Et puis une fois que j'ai ma stratégie, à ce moment-là, je peux chercher des prestataires. Il y a un gros problème de cartographie de l'innovation. Alors vous avez pu voir ça, par exemple en France aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Alors des questions simples, qu'est-ce qu'on fait de la blockchain? La France veut être terre de blockchain maintenant, donc qu'est-ce qu'on fait de la blockchain? Est-ce que c'est quelque chose qui est bien? Pas bien? Je fais pas? L'IoT, puisqu'on va lancer la 5G, l'IoT, ça a révolutionné le numérique et sans doute la formation, mais en quoi? Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement, les agents conversationnels? Enfin, il y a plein de questions qui se posent, et ces questions vont se poser pendant 10 ans à peu près, 10-15 ans. Donc ça veut dire que ceux qui se disent « je ne fais pas de veille », vous avez intérêt de jouer la retraite, quoi. Et comme je vois qu'il y a plein de gens jeunes, etc., ça veut dire que vous risquez de vous faire attraper avant. Donc la conséquence, c'est de se dire, dans tous ces outils-là que je ne connais pas, dont je ne suis pas formé historiquement pour ça, il faut que je sois capable d'être intelligent. C'est-à-dire de comprendre et de choisir ma voie. Donc c'est vrai qu'à plusieurs, quitte à être plus bête, on a l'air plus intelligent. Donc c'est ça le principe des associations. Nous sommes des associations professionnelles et vous ne pouvez pas trop aller sur le site de la FEN qui s'est fait pirater, ce qui est le charme aussi des technologies. Mais vous avez, on va avoir des abonnements qui vont, les gens peuvent adhérer, pardon. Et donc l'adhésion est assez accessible puisqu'elle est à 23 € pour l'année. Donc ça permet à des gens qui, souvent dans les responsables de formation en entreprise, qui ne sont pas très à l'aise avec leur hiérarchie, pour demander des sommes qui sont plus importantes, puisque les autres adhésions sont entre 500 et 1500, etc. Dans ces cas-là, là, à 24 €, on a plein de choses. On a un laboratoire, on a surtout la possibilité de se rencontrer numériquement et de se rencontrer pour l'instant en France, mais d'ici à la fin de l'année, ça sera aussi dans le monde entier. Donc on va pouvoir parler à l'Afrique, à l'Asie et donc à l'Amérique. Ça va permettre dans n'importe quel coin de France d'avoir des gens et se regrouper autour. C'est le principe des My Mind, c'est-à-dire de se regrouper autour de thématiques qui nous intéressent. Si vous avez la transformation numérique, des choses comme ça. Et donc à plusieurs, on fait venir des experts et ça permet d'échanger autour de ces thématiques. Ça peut être, par exemple, le prochain sujet qui va être traité, c'est comment profiter du fric de dingue de la formation professionnelle. Et donc, il y a plein d'argent, mais ce ne sont pas les mêmes formules. Et le spécialiste en France, c'est Alain-Frédéric Fernandez, eh bien, il va faire une petite conférence en live, et pendant 5 jours, il permet à chacun de poser toutes les questions, en disant, est-ce que moi, je peux faire de l'argent? Voilà, mon plan de formation, c'est ça. Est-ce que derrière, on peut faire des choses? Et donc, on fait venir toutes les grosses personnalités qui ont la gentillesse de nous suivre parce qu'ils reconnaissent que finalement, ça leur donne un lien avec des entreprises qui soit un lien qui est non rémunéré. C'est-à-dire que dans ces cas-là, il n'y a pas d'enjeu. On se présente sur un lieu neutre, qui est l'association. Après, si vous voulez les acheter parce que vous les trouvez formidables, dans ces cas-là, vous vous débrouillez, on ne prend rien du tout en pourcentage et vous faites ça chez vous. Voilà. C'est un motif d'exclusion. Hein, donc, on est vraiment sur un tiers-lieu quelque part.
Donc ça, c'est la fin, c'était pour permettre aux derniers d'arriver. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à venir me voir, on vous enverra un lien. Après, ça vous permettra de choisir tranquillement. Mais en tout cas, pour l'instant, le site étant piraté, on va avoir un mois où vous aurez plus d'informations. Le site a à peu près 300 articles, un peu de fond, sur des thématiques de ce type, où on a été les premiers en France, suite à la conférence de l'OCDE, à parler de la blockchain, de la formation. Donc on essaye de taper loin, mais de taper aussi des choses très simples, et puis on essaye de faire des choses avec nos membres. On a fait, pour ceux qui s'intéressent au numérique, on a fait sur la radio des professionnels de la formation, Format Radio. Et donc je vous invite à regarder formatradio.fr, ou d'aller sur iTunes ou Google Podcast et vous téléchargez toutes les émissions qui vous intéressent, et ça vous permettra d'avoir énormément d'informations qui sont extraordinaires et que vous ne pouvez pas voir ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a plein de sujets passionnants, alors que ce soit sur le numérique, que ce soit sur la loi, que ce soit donc avec l'EdTech, où il y a des choses passionnantes qui sont données. La semaine prochaine, ça sera un des grands spécialistes qui met de l'argent pour ceux qui ont des projets de formation. Et il met des millions d'euros en disant « je suis prêt à investir si je sens que c'est scalable », comme on dit aujourd'hui, mais à condition que… Et donc on lui a posé la question, comment il voyait le marché et comment il choisissait les gens. Et donc ça permet de rencontrer BPI France, apporte aussi plein de solutions, plein d'aides possibles. Ce sont des gens qu'on voit peu sur des lieux, et l'avantage quand on est membre de la FENT, c'est qu'on peut les rencontrer, les interviewer. Voilà, donc ça permet aussi ça, et quand on n'est pas membre mais qu'on est intéressé, eh ben ça permet de les écouter, et on s'aperçoit, puisqu'à la fin on donne les liens, de dire je vous ai entendu, ça m'a plu, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et bien souvent, pour être sincère, ils ont la gentillesse de se tenir à disposition des gens qui les sollicitent, qui sont sincèrement pas si nombreux que ça. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on crée du lien, et c'est un monde qui bouge. Autrement dit, le changement, c'est maintenant. Ouais, d'accord, ça c'est peut-être un peu… ouais, exactement, mais j'aime bien, ça fait rétro. Donc ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a des trucs qui changent. Et ça, on vous le dit toutes les années. Donc vous embêtez pas. L'année prochaine, si vous revenez, vous verrez que c'est la même chose. Hein. Donc on démarra. Donc ça date, mais ça fait plaisir à tout le monde. Et bien sûr, ceux qui ont des solutions, vous dites, ils ont la solution au changement. Alors avant de rentrer sur la solution au changement et de voir comment est-ce qu'on peut le faire sans que ça coûte d'argent, il faut comprendre le changement structurant de la formation. Alors j'aime bien à dire que la formation rentre dans le 21e siècle. Ce que certains appellent le nouveau monde. Si vous voulez être les Christophe Colomb de la formation, je vous rappelle que Christophe Colomb s'était trompé, c'est pour ça qu'il a découvert l'Amérique. Hein, donc n'hésitez pas à vous tromper, moi je le vois comme ça. Le XXe siècle, c'est quoi? C'est le siècle des experts. C'est l'organisation scientifique de la formation. Hein, Segos a été créé en quelle date? Ça c'est la partie interactive. 37, moins de 37. Combien? 27? Moins de 27. 1900, hein, on est… Combien? Non, plus. 26. Allez, ils ont mis du temps à déclarer, enfin ça a été complexe. Bon, 26, 27. Voilà. Donc ça veut dire que la Segos, et vous avez le OS de Segos, ça veut dire organisation scientifique. Autrement dit, l'organisation scientifique, c'est une bonne méthode, ça a marché, c'est tout le taylorisme. Hein. Si on met des experts intelligents, on les paye, dans ces cas, ils trouvent des process, et dans ces cas, on applique. Et ça permet une massification de la formation. Voilà. Formation qui a trouvé sa forme contemporaine au sortir de la guerre, et qui a véritablement trouvé sa structure avec 71. Voilà les grandes dates, grosso modo. Donc c'est fin de l'année dernière. Le XXe siècle, c'est un siècle des experts qui ont raison, c'est un siècle de l'offre de formation. On réfléchit comme des ingénieurs, c'est-à-dire qu'on fait des trucs intelligents, et comme les gens qu'on a choisis sont intelligents, bah, le truc qui sort, c'est forcément intelligent. Alors par contre, le XXIe siècle étant arrivé, on s'est aperçu qu'il y avait des décalages d'intelligence. Il y avait du retard à l'intelligence. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que ce que disaient les gens, ça pouvait être remis en cause déjà. Et puis ce que disaient les gens, en fait, ils n'en savaient rien. Et puis ce que disaient les gens, c'était un peu de la daube quand même. C'est-à-dire qu'à certains moments, quand on réfléchit, on a créé une industrie de la formation qui est extraordinaire. C'est-à-dire que quand on détermine des objectifs pédagogiques, parce qu'on a déterminé une GPEC ou des objectifs qu'on veut réaliser, on sait où on veut aller, il n'y a aucun problème. N'importe quelle personne, quand je sais où je veux aller, je suis capable de l'amener. Dans un certain temps, ça dépend d'où on part. Mais ça, l'industrie de la formation, on sait faire. Ça, le XXe siècle, c'était top. Le problème, c'est que maintenant, les gens, ça a encore muté. Alors, si le XXe siècle, c'est ça, le XXIe siècle, c'est quoi? Et vous allez voir que c'est très important parce que derrière, ça explique pourquoi est-ce que ce qu'on vous propose est plus ou moins bien. Le XXIe siècle, ben, c'est le siècle de l'apprenant.
Donc ça, déjà, on ne sait jamais quoi mettre sur les PowerPoint. Donc mettez 21e siècle, siècle de l'apprenant, voilà, ça vous fait un Snoopy, puis ça passe, genre, tranquille. Ou pas Snoopy, enfin après chacun ses goûts. Enfin. Ça veut dire quoi? C'est le siècle de l'apprenant, c'est-à-dire qu'au lieu de se dire que l'apprenant qui est adulte et qui existait avant, c'est un enfant, ce qui est le XXe siècle, on considère qu'il est un peu bête, un peu bené, quoi. Donc ça veut dire qu'on ne lui laisse pas la main. On s'est aperçu que, non pas parce qu'il était devenu intelligent, il est aussi bené, mais la structure, le paradigme de pensée fait que finalement, comme les élites se sont plantées et qu'ils ne savent plus où ils vont, c'est le principe de disruption, c'est-à-dire qu'ils ont une visibilité qui n'est pas un monde stable. Dans ces cas-là, au lieu, comme en haut, c'est pas le faire, de toute façon, si c'est pas en haut, ben, c'est en bas. Et donc c'est pour ça que l'apprenant est devenu intelligent et on a voulu dire qu'il devienne acteur de son changement. Vu que les autres en haut, ils ne savent pas trop où le rendre acteur, dans ces cas-là, il a qu'à se débrouiller un peu tout seul. C'est un peu l'idée qui est derrière ça. Et donc c'est comme ça qu'est monté en puissance l'apprenant, qui est dès la fin du XXe siècle, mais qui est surtout avec le XXIe siècle, on se dit bah, c'est quelqu'un qui se prend en charge, etc. Ce qui est faux, hein, mais enfin, en tout cas, l'idée est là. Ça veut dire que le XXIe siècle, ça va être un siècle où l'apprenant va devoir travailler avec lui. Est-ce que c'est quelque chose d'extraordinaire, qui est révolutionnaire? Oui, parce que ça veut dire qu'au lieu que l'expert se mette, moi je suis ici devant vous, je vous raconte une histoire, et puis je ne vous écoute pas, bah, ça veut dire que c'est vous qui montez sur la salle et vous me posez des questions, moi je réponds. Et ça change tout. C'est-à-dire que ce qui devient intelligent, ce n'est pas moi, c'est l'apprenant. C'est l'espèce de boulet qu'on se traînait, ce qui était vrai au XXe siècle. C'était des manœuvriers qui savaient à peine lire et écrire, etc., au tout début du XXe siècle. Après, on en a fait des gens lettrés, on les a montés en puissance avec tout le processus de massification. Ben maintenant, c'est eux qui reprennent la main. Alors, ça a l'air de rien, mais ça change tout. C'est-à-dire qu'on est sur un processus qui veut dire que demain, c'est l'apprenant qui choisit. Autrement dit, quand on vous dit « est-ce que la formation est bonne ?» il y a deux réponses. Je vais voir l'expert, je lui dis « est-ce qu'elle est bonne ?» Ben, lui, il dit « bien sûr qu'elle est bonne, c'est moi qui l'ai faite. » Et effectivement, dans sa grille 20e siècle, elle est bonne. Et donc, si je le paye, en plus, il va souvent dire qu'elle est plutôt bonne et meilleure que les autres. Hein, je veux dire, pour des raisons éthiques, hein, je ne juge pas. Alors que si je demande à l'apprenant, qui à la limite, c'est celui qui a appris, je lui dis « alors c'était bien ?» Et lui, s'il me dit « oh, moyen, quoi », ben, dans ces cas, qui choisit? Et c'est à lui de me dire c'était bien comment. Et c'est au lieu de faire un indicateur dont on est obligé de faire des feuilles de présence, d'évaluation, alors le fait de dire ben, tu mets des étoiles, tu mets des croix. Et là, tu me dis déjà, c'est une évaluation importante. Il commence à avoir l'habitude de ça. Autrement dit, aujourd'hui, la formation, c'est comme la restauration quand on est passé du guide Michelin à la fourchette. Vous voyez, la restauration, guide Michelin, c'est bien. On prend un expert, un mec qui s'y connaît, c'est pas n'importe qui. Dans ces cas, lui, il se déplace, il va manger gratuitement. Alors, il faut changer des experts parce qu'on les identifie. Hein. Vous savez qu'ils sont vicieux, les restaurateurs. Donc, il y a des tricheurs partout, comme en formation, hein, je veux dire, clairement. Et donc, il faut fliquer tout ça. Mais ça veut dire qu'ils vous donnent des notes et ils vous disent, techniquement, c'était bon. Mais pour les gens qui payent, est-ce que c'était bon? Bah, au début, on s'en fichait un peu. Maintenant, bah, le TripAdvisor, puisque la fourchette est dans le groupe TripAdvisor. Hein. Donc, même si c'est un groupe français à la base, on dit aux gens, bah, c'est toi qui manges, tu choisis. Et ce qui est très intéressant, c'est déjà, moi j'évalue, mais surtout, je regarde comment les autres choisissent. Et si je me dis, bah, lui il a adoré, alors bien sûr on sait très bien qu'il y a des extrêmes, il y a des gens qui partent tout seuls en quenouille, etc. Mais comme on le fait tous sur des choix de restaurant, on sait que c'est n'importe quoi. Mais ça me donne un avis. Et donc le social scoring devient de plus en plus intéressant. D'accord? Autrement dit, si moi je considère qu'on fait de la formation pour adultes et que l'adulte est suffisamment intelligent pour conduire une voiture, pour acheter une maison, il n'est pas du tout absurde de penser qu'il soit capable d'évaluer sa formation. Autrement dit, est-ce que ça m'a été utile? Au lieu de s'embêter à faire des systèmes qui sont hyper lourds, bah, je lui pose la question. Si je le considère comme un adulte. Donc quelqu'un qui a une autonomie, qui est capable d'évaluer. Et donc c'est là où effectivement on a tout un système de montée en puissance. Alors en quoi c'est intéressant tous ces systèmes avec les apprenants? Bah, tout simplement, c'est que pour la première fois, on va savoir qui sont nos apprenants. En fait, la grande découverte du XXIe siècle, c'est la découverte des apprenants. On ne connaît pas les apprenants. Alors bien sûr que quand on ne connaît pas, on fait des profils. Alors on fait toute une série de profilages qui sont plus ou moins intelligents, mais qui veut dire, comme je ne les connais pas, à mon avis, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Alors que la réalité avec, par exemple, le big data, c'est qu'il suffit de les suivre. Et le numérique me permet de suivre au quotidien. Je sais qu'il y en a qui travaillent la nuit, il y en a qui ont des rythmes, etc. Il y en a qui apprennent à différentes façons. Et le numérique apprend mieux, et c'est mieux que l'apprenant. Autrement dit, cette logique de big data, ce n'est pas fait pour pister les gens, même si ça peut.
c'est une façon de mieux savoir ce dont ils ont besoin et d'être capable de leur proposer quelque chose qui leur corresponde mieux et qui soit véritablement une personnalisation et pas une individualisation. D'accord? Donc c'est ce monde-là dans lequel on est. Après, vous vous situez où vous voulez, mais l'intérêt, c'est quoi? C'est qu'on s'aperçoit que toutes les offres qui sont proposées, majoritairement, si vous faites le tour du salon, elles sont toutes centrées sur l'offre. C'est-à-dire qu'elles sont toutes centrées sur le fait de dire, et c'est ce que les entreprises demandent, parce que ça ne vient pas que des offreurs, il faut être honnête, c'est-à-dire ce qu'on veut, c'est qu'on a un processus de formation, il faut le digitaliser parce que ça coûte moins cher à terme, et donc finalement, si on numérise tout, au final, ben, c'est pas mal, on fonctionne pareil, mais numérique. Et vous apercevez du problème que tout le monde rencontre. C'est pas tellement numérisé, il suffit de filmer, faire des trucs, enfin il y a des gens qui font ça très bien, mettez un Snoopy, un truc plutôt marrant, des effets spéciaux quand c'est tellement nul que finalement ça fait peine. Et la réalité c'est quoi? C'est qu'effectivement on s'aperçoit que ce processus-là est bon, sauf que l'apprenant il dit c'est de la daube. Autrement dit, aujourd'hui on est dans le numérique 1.0, parce que celui-là on le connaît bien, on le verrouille bien, etc. On le trace bien parce qu'il est 20e siècle. Or l'apprenant il veut du 2.0. Il dit, je ne vais pas me taper toute une journée de formation pour avoir 2 questions que j'ai à poser, quoi. Et nous, on lui dit, non, mais parce que c'est un processus, il y a quand même une traçabilité, il y a quelque chose à faire. Et donc, dans le XXe siècle, on lui a imposé de faire ça. Dans le XXIe siècle, on va devoir composer avec lui. Et c'est ce travail-là qui fait toute la différence. Autrement dit, la montée en puissance fait en sorte qu'on est obligé de les écouter. Et aujourd'hui, on ne connaît pas chaque individu. Le numérique le permet, c'est ce qu'on appelle le big data. Et forcément, le big data amène derrière des algorithmes. Parce qu'on ne va pas tuer chacun puis le faire à la main. Mais même si on ne fait pas de big data, faites l'historique de quelqu'un qui a travaillé longtemps avec vous en numérique, vous avez énormément d'informations qui peuvent être compatibles RGPD, mais évidemment. Hein. C'est-à-dire qu'il faut anonymiser, c'est pour pas qu'il y ait de problème, bien sûr, là-dessus. Mais ça veut dire que c'est un paradigme qui change complètement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, moi je suis une entreprise, je ne vais pas demander aux gens ce qu'ils veulent. Mais ce dont j'ai besoin, c'est qu'ils aillent tous dans la stratégie de l'entreprise. Ben, comment je fais? Ben, comme tout le monde. Si vous mangez des petits biscuits, il y a des gens qui font ça. Alors ceux qui n'ont pas à manger, bien sûr, ils sont jaloux, mais il y en a qui montrent très bien. Ça, c'est beau. Donc ça veut dire qu'effectivement, je mange mes biscuits. Comment je les achète? Ben, quand vous avez le rayon des biscuits, j'en choisissez un, lequel? Ben, celui qui a été marketé. Marketer, c'est donner du sens à des produits. Donc, si vous voulez faire une formation où les apprenants viennent chez vous spontanément, se battent pour venir chez vous, bah faites comme tout le monde, faites votre boulot. Donnez envie. Et c'est pour ça qu'il y a la montée en puissance du marketing de la formation. Marketing de la formation qui est apparu de la formation à partir de la fin de la première décennie. Alors, on n'aime pas trop le mot marketing parce qu'on dit on fait de la formation, on est des gens purs. Hein. Le marketing, c'est un peu des gens qui font... C'est pas joli. Mais ça veut dire, appelez ça comme vous voulez, design. Je vous rappelle que design, ça veut dire esthétisation. Hein. Donc, ça veut dire, c'est un peu donner envie aussi. Hein, choisissez des mots qui vous plaisent et puis sinon, en créez-en vous-même, c'est aussi bien. Mais ça veut dire qu'il faut arriver à être désirable. Autrement dit, quand on fait une formation, un des éléments qu'on retrouve dans les entreprises, c'est par exemple, quel est votre pitch? Comment est-ce que dans l'entreprise, vous arrivez à donner envie? Par exemple, si je vous dis, vous faites une formation management, très bien, c'est bien. En quoi elle est géniale? En quoi elle est extraordinaire? Bah, c'est du management, je veux dire, il n'y a pas de sexité non plus. Hein, je veux dire, il y a conduite de réunion, entretien, puis gestion des objectifs. Hein, je veux dire, comme d'hab. Bah, vous voyez. Donc là, vous faites 20e siècle, ça c'est bon. Sauf qu'effectivement, l'apprenant, il se dit, et alors, pourquoi j'irais? Surtout les jeunes. Les jeunes, c'est pire. Hein. Je le souhaite à personne. Les générations Z, les milléniums. Ils se disent, ouais, mais en quoi c'est bien? Eh ben, c'est bien parce que c'est obligatoire en plus. Motif de licenciement, hein, je vous rappelle. Hein. On est obligé de sévir maintenant. Hein. Alors qu'on peut reprendre la même chose, bah, je fais l'effort d'écrire des éléments de langage et j'explique en quoi c'est bien. Mais ça m'oblige moi aussi à avoir une pédagogie dite affective, en quoi c'est bien. Et donc ça m'oblige à repenser tout mon processus de formation pour dire en quoi c'est extraordinaire. Et dans ces cas-là, comme on l'avait vu pour ceux qui étaient là, dans ceux qui ont parlé de la pédagogie affective, je capte l'attention et surtout je donne l'envie. Autrement dit, l'idée de se dire chacun va s'exciter tout seul dans son coin, il n'y a que les pervers qui fonctionnent comme ça. Enfin, je ne sais pas comment vous fonctionnez chez vous dans vos entreprises. Hein, et je le respecte. Enfin, il y en a qui ont du mal dans les entreprises à vivre. Mais des gens qui s'excitent tout seuls en disant je sais ce que je vais faire quand je serai grand, je veux dire, ils n'ont pas eu d'enfance. Je veux dire, hein. Il y a eu de la souffrance, je veux dire, c'est clair. Des dexters de la formation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réalité, c'est qu'à un moment, il faut resocialiser tout ça, leur redonner l'envie. Bah, c'est le boulot de la formation.
Voilà, comme dans d'autres secteurs, comme tous les métiers, etc. Autrement dit, c'est ça qui est hyper intéressant et ça permet justement, après, de donner envie, de créer de la joie. Alors, il y a des processus. Une fois qu'on sait ce qu'on doit faire, après, c'est comment on fait vu la boîte dans laquelle je suis. Si c'est une boîte ancienne, il y a toute une façon de fonctionner, mais la formation est souvent la clé, et d'abord la première clé. La deuxième étant bien sûr le management. Voilà. Mais c'est tout un processus de transformation numérique. Donc ça, c'est pour vous dire qu'on va vers cela. Donc tous ceux qui ne vous disent pas comment est-ce qu'ils rendent désirable le process, dans ces cas, tous ceux qui ne font pas du marketing, appelez ça comme vous voulez, peu importe, ça veut dire qu'ils font un truc qu'ils ont au XXe siècle. Alors, je ne critique pas. Votre boîte vous demande peut-être d'acheter des trucs qui ne servent à rien. Dans ces cas-là, comme vous êtes payé par eux, vous le faites. Parce que quitte à être payé, je veux dire, autant faire ce qu'on vous demande, comme ça, vous grattez plus encore pour la retraite, quoi. Non, mais il y a des trimestres à récupérer, quoi. Je veux dire, on fait ce qu'on peut. Mais la réalité, c'est que vous devez être suffisamment fin pour vous dire, je vais où? Et donc, ça veut dire que chaque fois, de se dire qu'à un moment, comment je crée cette logique avec l'apprenant. Voilà. Et ça, si vous ne le faites pas, ça veut dire qu'à un moment, vous ne faites pas votre boulot. C'est-à-dire que vous ne faites pas de veille. Alors, soit vous le faites tout seul, votre veille, soit vous la faites à plusieurs. Et puis, il y a des gens qui vous apportent des choses. De toute façon, le numérique va vous apporter de plus en plus de choses. Il faut le surveiller, mais il faut se poser les bonnes questions. Les réponses, on ne les a pas, sauf après. Mais souvent, c'est moins pratique quand même. Hein. Voilà. Simplement, regardez, aujourd'hui, vous faites réalité virtuelle, réalité mixte. Vous choisissez lequel? Aujourd'hui, c'est la réalité mixte qui est bien. Il y a 2 ans, c'est la réalité virtuelle. Dans 2 ans, ça sera quoi? On ne sait pas. Oui, mais vous avez des lunettes à acheter et vous avez tous des logiciels à construire. Vous prenez quoi? Vous n'allez pas prendre toutes les réalités qu'on vous propose pour avancer, quoi. Vous faites des choix. Donc, il y a vraiment des choix stratégiques, donc une cohérence pédagogique. Et donc, il faut trouver des trajectoires qui sont ni bonnes ni mauvaises. Il faut prendre des risques. Ça veut dire que dans l'entreprise, la formation, pour ceux qui sont responsables de formation, ils deviennent des directeurs. Enfin, non pas dans le chiffre d'argent qu'ils reçoivent pour des raisons liées à l'économie mondiale, mais ça veut dire qu'ils deviennent directeurs, c'est-à-dire qu'ils choisissent des directions. Alors qu'un responsable, il rend des comptes, étymologiquement parlant. Le directeur fait des choix, choisit des directions. Donc il y aura une montée en puissance parce que les choix sont stratégiques et donc on doit les garder longtemps. Donc tout ceci pour dire qu'effectivement, on a de la chance. Donc je regarde, voilà. On a la chance parce qu'on est dans un monde qui change. Alors, quand je dis on a de la chance, tous les experts comptables de la formation, ils souffrent un maximum. Par contre, tous les créatifs de la formation, tous ceux qui ont un peu un grain de folie, qui se disent « j'aimerais bien faire un truc qui est un peu extraordinaire », les Christophe Colomb de la formation, alors effectivement, eux, c'est un monde pour eux. Et c'est dans ce cadre-là qu'on se dit « donc je sais qu'il faut être créatif ». Voilà. Donc maintenant, la question, c'est pas quel est le process pour être créatif. Vous voyez bien qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Moi, j'aimerais bien être créatif. Les 10 leçons pour être créatif, il y a des façons de l'être. Mais la réalité, c'est qu'on a tous des petits vélos, il faut les porter. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas de moyens, mais qu'on se dit on a des idées extraordinaires? Quelles sont les idées extraordinaires? Très simplement, on va apporter plus de valeur ajoutée, on va faire progresser plus l'apprenant, en faisant quoi? En faisant des choses qui soient passionnantes. Mon e-learning, où je vois des trucs qui se posent avec un alligator pour se dire que c'est la jungle, si c'est passionnant ça, je veux dire, ça ne fonctionne pas. Vous prenez ce e-learning, mais vous faites une interview de quelqu'un qui est dans un secteur qui est dans le vôtre ou qui n'a rien à voir avec le vôtre et qui vous explique lui comment est-ce qu'il fait, un benchmark. Dans ces cas, c'est passionnant de voir quelqu'un qui vient m'expliquer soit en live, en direct, capitalisé. Ça m'intéresse. C'est de l'information au service de la formation. Autrement dit, là, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Je fais venir des gens, et ils le font gracieusement, hein, donc c'est une question d'argent, mais je les fais venir de loin et ils sont capables de venir pour justement expliquer comment est-ce qu'eux, ils font. Et ils sont souvent très fiers de le faire, même des gens de même secteur d'activité. Et vous apercevez que le message que vous donnez aux apprenants, c'est bien sûr le process vers les compétences, mais c'est aussi le fait de dire « sors de ta bulle ». L'entreprise est intéressante, mais regarde ce qui se passe à l'extérieur. Il y en a qui le font en travaillant avec des startups. Enfin, il faut changer cette culture d'entreprise. Et la clé, c'est d'abord de le travailler sur des learning labs. Et je terminerai par ça. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'argent? Donc, on a des idées, hein, par définition. Tout simplement, la clé aujourd'hui, c'est de créer des communautés apprenantes. Ça, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, je viens de le dire. Déjà, si moi, j'y crois pas, ça ne marche pas. Pourquoi les communautés apprenantes, c'est intéressant? C'est parce qu'en fait, c'est quelque chose qui ne coûte rien. On les réunit tous, et dans ces cas-là, donc on fait communauté, et dans ces cas-là, à l'intérieur de ça, on discute ensemble pour savoir s'il y a des problématiques. Les communautés doivent être un peu structurées, soit sur les métiers, soit sur les types de métiers, communauté de managers, etc. Donc on les réunit tous.
Il y en a qui ont déjà essayé de réunir des managers ensemble. C'est passionnant. Bah, c'est comme si là, on avait une conférence sans moi. Vous êtes assis, vous êtes tranquille, vous dites bon ben on va y aller, hein, c'est la fin de la conférence. Le salon était sympa, on a mangé des trucs. J'ai vu il me reste à faire le fond des bonbons à manger, mais finalement on s'est pas plus amusé que ça. Bah, s'il y a un conférencier ici et d'autres avant, c'est bien parce qu'à un moment il faut des animateurs. Donc faire des communautés apprenantes sans animateurs, c'est comme faire une formation. On les met tous dans une salle, on dit ils vont apprendre. Si, franchement, si. De toute façon, on les évalue à la fin, je veux dire. Hein. Tranquille, hein. Je veux dire, on est carré, on a un process, hein. C'est pas n'importe quoi non plus. Voilà. Donc la réalité, c'est quoi? C'est que prenez un bon animateur. Pourquoi le numérique, ça ne marche pas? Parce qu'on l'a vu que c'était 1.0. Bah, 2.0, c'est quoi? C'est l'interactivité. Bah, c'est-à-dire à un moment, je leur redonne la main. Mais si je leur dis, est-ce que vous avez des questions? Bah, vous apercevez que tout le monde baisse la tête en disant, pourvu que ça ne tombe pas sur moi, quoi. Bah, tout comme dans les groupes, est-ce que vous avez des questions? Non. Non, franchement, c'était bien. En plus, j'ai aimé, c'était propre, franchement, j'ai aimé. Comme ça évite la question, mais ça ne donne pas. Donc, il faut trouver des sujets transgressifs, clivants. Hein, vous avez entendu parler du storytelling. Alors, le storytelling, c'est il y a 10 ans. C'est en 2008 que ça a été créé. Donc, les gens qui découvrent le storytelling maintenant, je ne veux pas dire qu'ils sont... Mais je veux dire, il y a de la marge de progrès, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, si vous en trouvez chez vous, vous dites, là, il y a de la formation, là, je sens bien, il y a un créneau. Aujourd'hui, la personne qui a créé le storytelling en France, qui l'a introduit, Salmon, il a écrit un autre livre qui dit maintenant il faut être clivant. Donc si on ne veut pas toujours avoir 10 ans de retard, dans ces cas-là, ça veut dire il faut cliver. Hein, il ne faut pas se le cacher non plus. Ça veut dire quoi? Prendre des sujets intéressants. Si je parle de la bienveillance et qu'il faut être gentil avec son voisin et que tout le monde s'aime parce qu'on a une grande famille dans l'entreprise, ça ne va pas intéresser grand monde, quoi. Donc vous avez intérêt à avoir de l'autorité. En disant de toute façon, je trace. Il y a des systèmes de traçage pour ceux qui n'ont pas de vie pédagogique. Il y a des systèmes de traçage très intéressants, non pas simplement de savoir si la vidéo est allumée, mais grâce au petit œilleton, on voit s'ils regardent. Il y a des vicieux. Ils allument la vidéo, ils font autre chose. Alors que là, on peut justement, avec les track eyes, on est capable de voir si véritablement ils regardent. Et là, sanctionner, hein, je veux dire. Et là, ça tombe. Hein. Enfin, ou pas, hein. Ou alors on fait une vidéo intéressante. Et on s'aperçoit que les gens qui finalement se jettent sur les vidéos quand ils sont sur YouTube, etc., dans ces cas-là, bah, ils peuvent se jeter sur des vidéos si elles sont bien faites. Mais si c'est pour dire pendant 3/4 d'heure qu'on va faire une entreprise qui va être sur des bonnes valeurs, alors que tout le monde sait très bien que c'est de la daube, ce que Philippe Muret appelait de l'empire du bien, c'est-à-dire qu'on dit du bien parce que finalement ça permet de tout le monde, mais tout le monde sait que ça n'est pas vrai, bah, parlons des choses vraies. On parle de la souffrance au travail, si c'est autorisé dans l'entreprise, il y a une culture qui est à respecter, etc. Mais si ça n'est pas autorisé, très bien, on peut partir d'un autre angle qui consiste à dire quelle est votre meilleure expérience de manager. Le manager que vous avez rencontré qui pour vous, a fait la meilleure chose. Et là, vous apercevez que ça libère la parole, et donc, bien sûr, c'est une façon d'écrire, mais ça veut dire que les gens vont se dire c'est hyper intéressant, et il y a énormément de très belles personnes qui vont vous donner des matériaux affectifs. Vous savez que le XXIe siècle, c'est le siècle non pas de la raison rationnelle, qui est le XXe siècle, c'est le siècle, bien sûr, de la raison rationnelle, mais de la raison sensible. Autrement dit, il faut donner des émotions. Dans ces cas-là, écrivez pour qu'il y ait de l'émotion. Et s'il y a de l'émotion, moi, ça m'intéresse, si je vous connais un peu, de vous dire qu'est-ce que vous avez trouvé de beau dans toute votre histoire de management. Et là, ça m'intéresse. Et à la limite, vous lancez la question, vous dites par exemple, prenez une statistique, tous les jours, une personne se suicide pour des raisons professionnelles. Donc ça, c'est une statistique vraie, mettez les liens, etc. Et donc, après, il faut un pédagogue. Après, vous dites, et vous? Ça fait un peu modeste comme question, voilà. Hein, c'est bon, il faut des professionnels, bien sûr. On se dit, chez nous, quelle place on donne à la violence? Donc là, ça libère la parole. Et puis après, rapidement, 2 jours après, ça dépend du temps de réaction, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire demain ou dès lundi pour changer les choses? Et là, on s'aperçoit qu'il y a plein d'idées, il y a plein de gens, mais surtout, ça va leur donner le courage de passer à l'acte, parce que le problème de toutes les formations qui sont très descendantes, des PowerPoint qu'on vous envoie, ou des PDF qu'on peut vous envoyer, c'est que vous le lisez, parce que certains savent lire, quoi. Mais on s'en fout. À la limite, je me dis, c'est pas faux. Mais c'est comme ceux qui veulent arrêter de fumer, il fait, j'ai arrêté de fumer, bah, c'est pas compliqué, tu mets plus la cigarette à la bouche. C'est un peu technique par rapport à... Mais faites des pictogrammes, et ils arrivent à comprendre, les gens, quoi. Pourquoi ils le font pas? Ben parce que heureusement que vous êtes des gens qui sont normaux, c'est-à-dire que vous n'êtes pas rationnels. C'est-à-dire qu'il vous manque la raison et l'émotion. Émotion a pour origine la motivation. Et donc l'émotion est quelque chose qui n'est pas rationnel, hein, c'est quelque chose qui est inconscient. Mais ça veut dire que ça me permet le passage à l'acte. Un passage à l'acte n'est jamais raisonné, sauf pour les psychopathes.
les Dexter de la formation. Enfin, pas ici, parce qu'ici, on est quand même... C'est le haut de la pyramide. Non, j'ai dit une bêtise? Désolé. Donc ça veut dire quoi? Bah, tout ça, ça s'écrit. On est capable de le faire dans des films, on est capable de le faire dans du gaming. Pourquoi est-ce que des gens qu'on paye ne seraient pas capables de le faire en formation? On a 5 idées intelligentes à passer, bah, passons-les. Simplement de façon différente et de façon engageante. Bah, si vous prenez des gens qui savent l'écrire, bah, automatiquement ça marche. Peu importe les éléments, puisque j'ai personne à vendre là-dessus. Mais ça, c'est très intéressant de penser comme ça, parce que derrière, on se retourne vers l'apprenant. Ça consiste en quoi? Bah, s'il y a une formation à faire, soyez community manager. Voyez le nombre de likes. Il y a un mépris profond pour ces modalités-là, parce que l'expert n'est pas au centre. Bon, à un moment, on comprendra qu'il ne sert pas à rien. Surtout aujourd'hui, grâce aux neurosciences, qui progressent et qui remettent des choses. Regardez la théorie de l'esprit plat, qui remet en cause complètement tout ce qu'on avait appris sur les théories de l'apprentissage et de la cognition. Donc ça veut dire qu'effectivement, tout change. Et donc l'intérêt, c'est quoi? C'est que si vous utilisez Slack ou 365 sur Teams, qui est automatique sur toutes les grosses boîtes, dans ces cas-là, l'outil, vous l'avez gratuit. Donc la clé, ce n'est pas l'outil, c'est l'usage que vous avez donné. Et donc l'usage, bah, vous réunissez à plusieurs, parce que ce n'est pas évident de le faire seul, et vous travaillez une pédagogie affective. Et c'est là où petit à petit, vous allez trouver vos métriques, parce qu'il faut suivre. Est-ce que ça marche? Est-ce que les gens réagissent? Et puis après, petit à petit, vous développez l'engagement. Et dans cet engagement-là, vous demandez à ce qu'eux coproduisent. Et finalement, c'est eux qui vont animer. Mais ils animeront que parce que vous avez écrit un programme, une pédagogie, justement pour que ça marche. Autrement dit, la seule chose à faire, c'est faites un truc qui vous fasse kiffer vous. Et dans une entreprise, si vous dites c'est génial parce que je trouve ça extraordinaire, même un truc qui est nul, les gens se disent, il a l'air allumé, il y a un truc chez lui, il y a une lumière qui n'est pas chez les autres. Ça m'intéresse. Et donc petit à petit, vous avez dans la population les mutants et les moutons. Donc les mutins, ce sont ceux qui sont toujours contre en disant c'est nul, on l'a déjà fait, enfin, ça ne marche pas. Les mutants, c'est ceux qui s'excitent tout seuls quand on dit on fait quelque chose de nouveau. On ne sait pas pourquoi, voilà. Et donc vous prenez les mutants, vous travaillez avec eux, puis petit à petit les gens se disent, et puis au bout d'un moment, le groupe au milieu, les moutons, ils voient les rapports de force, ils disent c'est vrai qu'ils ont l'air de s'amuser, ils sont tristes à mourir, bah, je vais du côté où on s'amuse. En plus, si vous avez de l'autorité sur la ligne hiérarchique, c'est encore mieux, mais ça veut dire, et vous faites basculer tout en douceur, tout en respectant les gens, et ils viennent à vous. Mais bien sûr, ça vous l'avez écrit. Une campagne de pub, ça veut dire que c'est écrit avant, quoi. Donc ça veut dire qu'on a des retours d'expérience, et ça marche pour les autres secteurs, pourquoi pas pour la formation, quoi. C'est ça l'élément. Et quand vous travaillez dessus, bah, ça vous oblige par exemple à travailler avec des outils qui sont tous gratuits. Vous avez ce qu'on appelle les gratuitiels. Quand vous travaillez sur les vidéos, les systèmes de montage, les podcasts, aujourd'hui pour monter des podcasts, il faut prendre votre smartphone, peut-être un micro que vous investissez, mais avec 25 €, vous avez tout, quoi. Après, est-ce que c'est intéressant ce que vous dites? Et c'est ça que vous allez retravailler. Et donc, on va essayer de lancer dans cette année une espèce de fête au podcast apprenant, parce qu'il commence à y avoir des choses intéressantes, il commence à y avoir une petite dizaine en France. Donc, on essaie de stimuler les gens pour les mettre en lumière. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ça veut dire que simplement, vous lancez et vous apercevez qu'il y a tout un modèle économique. Donc, tous ceux qui sont organismes de formation, vous pouvez gagner beaucoup d'argent même tout seul, grâce à l'automation. Si ça vous intéresse, je vous donnerai des éléments dessus. Autrement dit, le vrai élément quand vous voulez vous lancer dans le numérique, c'est soit vous développez des expertises qui sont extérieures, des gens qui vous sécurisent, etc. Mais ça veut dire que si vous n'avez pas compris les enjeux, ou que vous avez besoin de vous sécuriser, et dans ces cas-là, vous payez le prix de l'ignorance ou le prix de la sécurité. Ou alors vous vous dites, moi on me donne un espace, dans l'entreprise, ce n'est pas un espace de jeu. Donc vous faites un laboratoire un peu extérieur, ce qu'on appelle un learning lab, c'est-à-dire un truc où on peut s'entraîner. Alors avec des outils, mais quand on fait des outils, un Slack, il y en a qui ont déjà essayé Slack, ou Teams. Enfin Teams, c'est parce que Microsoft voulait copier Slack, hein, parce qu'il n'a pas pu l'acheter, donc il a fait pareil. Donc quand vous l'avez essayé, ce n'est pas un truc intelligent, c'est un chat, enfin on met des trucs dedans, enfin, tout le monde arrive. La vraie question, c'est qu'est-ce que je dis? Et comme dans toute formation, je réunis tout le monde dans une salle, on met deux trucs à manger, un peu de café. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Bah ça, comme dans les autres, on l'écrit. Et quelqu'un qui est capable de le faire en présentiel peut tout à fait le faire en numérique. La seule chance du numérique, c'est comme ça reste. Si ça marche, je le garde. Si ça ne marche pas, je le change. Et donc, grain par grain, je fais une boucle récursive et j'améliore mon processus. Autrement dit, c'est hyper intéressant parce que ça coûte beaucoup moins cher. Le seul élément, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui s'engagent. Si on fait genre en disant, on prend des acteurs qui font des trucs à ma place, on sent que c'est la loose. Et celui qui va le regarder en face, il va dire pas de ça chez moi. On voit bien que c'est fake. Alors que si j'interroge un ancien de la maison et je lui dis comment c'était avant, qu'est-ce qui a changé et comment tu vois l'avenir, il peut dire la même chose, mais comme c'est lui qui le dit, c'est génial. Et en termes de relation, je montre qu'un ancien dans la maison fait des choses et il est respecté. Ce n'est pas neutre dans un groupe social. D'accord? Et donc ça veut dire que ce sont des éléments qui ont légitimité.
Autrement dit, tout ça nécessite à revenir à de l'humain. Et on a à peu près 10-15 ans pour passer le cap. Donc ça veut dire que vous avez 10-15 ans pour vous amuser sur des choses comme ça, pour créer des standards. Et petit à petit, de toute façon, les standards qu'on crée, on va devoir les abandonner et en faire d'autres. Donc vous embêtez pas à vous dire je fais ça pour 10 ans, vous savez que vous allez rechanger au milieu. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est l'élément. Il y a énormément de boîtes qui se lancent sur ces systèmes-là. En général, on se lance parce qu'il y a des gens qui sont un peu allumés, qui se disent je tente le coup. De toute façon, à la limite, j'envoie des CV, on ne sait jamais. Voilà. Et après, au bout d'un moment, comme ça marche, dans ces cas-là, petit à petit, ils le dupliquent et c'est ce qu'on demande. Les pédagogies deviennent affectives. Autrement dit, il suffit juste d'avoir des idées et des envies. Mais avant, on vous demandait, vous vous rappelez de ces éléments, on est professionnel, tout le personnel, vous gardez chez vous. Aujourd'hui, parce que la société se déverticalise, on redemande aux gens de s'automotiver. Et dans ces cas-là, ben, on leur dit, motive-toi avec la société. Et là, il y a une remontée en puissance du développement personnel, pour faire simple. Voilà. Et donc ça se retrouve aussi dans les formations. Mais si les formations restent en PowerPoint, la contagion émotionnelle, si vous avez des formateurs, formez-les à la contagion émotionnelle, à donner envie aux autres. Et donc, quand ils apprendront à donner envie, c'est un métier comme un autre, dans ces cas-là, les gens auront envie, vous allez les aider sur le passage à l'acte. Le pire que vous puissiez faire en formation numérique, c'est de mettre à disposition des ressources. Et vous allez vous apercevoir que ça vous coûte un bras et que personne ne va venir les prendre. Voilà. Et là, ça veut dire quoi? Parce que tout simplement, on s'en fout des ressources. Prenez une ressource ou deux et vous allez le voir en disant « j'ai pas les ressources, est-ce que tu peux les faire ?» Il y a des façons de faire. Alors, je vous donne un truc comme ça qui est important, et puis après, je réponds à vos questions. C'est comment est-ce que je fais? Petit 1, j'explique. Petit 2, je fais. Plus j'explique, moins je fais. Autrement dit, si je ne vous aime pas, ce qui n'est pas le cas, parce qu'ici, il n'y a que de l'amour, hein, on est d'accord. Hein, donc, si c'est possible, ça arrive. Hein, en fin de salon, ça marche. Hein, voilà. Si effectivement, je ne vous aimais pas, je vous expliquerai que ce qu'on va faire est vachement important. Je vais utiliser des mots, l'iconographie, je vais prendre des éléments avec ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire, et je vais vous dire qu'on va tenter quelque chose ensemble, et puis on va tous se juger, s'évaluer. Plus je vous explique ce qu'on va faire, plus vous avez peur, moins vous le faites. Et quand vous le faites, vous êtes tellement en tension que vous faites un truc qui est nul. Ou alors je me dis, c'est simple, la vidéo, c'est pas la peine de faire des cours en vidéo, vous appuyez sur le bouton et vous parlez en face de la caméra. Il n'y a pas un truc intelligent, il faut se rappeler de mettre le doigt dessus, puis après remettre le doigt dessus. Donc prenez un stagiaire pour expliquer s'il y avait un besoin de transition, de tutorat, de mentorat. Ok, mais on y arrive, la personne est nulle, très bien, bon, on en fait une deuxième, et au bout de 3 fois, il a compris, quoi. Donc vous avez créé des lives. C'est très important ces passages, hein. Mais ça veut dire qu'il faut créer un espace comme ça, où vous n'expliquez pas, mais ils le font. Autrement dit, ce qu'on appelle les hackathons, pour si il y en a qui voient ça. Donc, et après, quand ils ont fait, on parle. C'était chez Total, le DRH disait la grosse différence entre la France et l'Allemagne, c'est qu'en France, on dit on va faire ça, il dit pourquoi? Moi, je ne suis pas d'accord, je crois que ce n'est pas une bonne idée. Et donc, ils discutent pendant 15 ans et après, ils le font. Les Allemands, ils disent bah, c'est toi qui m'as payé, donc je le fais. Si c'est nul, c'est toi qui as tort. Voilà. Et ben, le modèle allemand a un gros avantage, c'est que comme l'intellectualisation est nulle, parce qu'on est dans un monde de disruption, alors bien sûr, d'ici 10 ans, on aura des nouveaux repères, mais là, ça va être nul pendant quelques temps. Donc ça veut dire, on fait, on voit, ça marche. Et des fois, on pense que ça va pas marcher, et ça marche. Et des fois, c'est le contraire. Bah, c'est pas grave, donc on a le droit à l'erreur, et c'est pour ça que les Learning Labs sont intéressants, c'est qu'on essaie des choses en interne. C'est-à-dire sans être sur la ligne hiérarchique, qui est quand même l'épine dorsale de l'entreprise, qu'il faut fortement respecter, et quand vous le faites, vous avez un produit qui est un peu vivant. Autrement dit, pour changer la culture du numérique, petit 1, changer la culture des formateurs, et petit 2, quand elle est réussie et qui peuvent servir d'exemple et d'ambassadeur, on change la culture des managers. Et là, les gens, vous avez ce qu'on appelle une transformation heureuse. Ou alors, vous faites l'autre modèle, mais pas ici, parce que vous êtes des gens bien. C'est-à-dire, vous dites, si je t'envoie faire des vidéos, je te donne des tutos gratuits, débrouille-toi, t'as qu'à le faire, c'est pas très compliqué de faire des lives. Autrement dit, tu dis, socialement, je t'épaule pas, et vous allez créer des mercenaires. C'est que vous avez été malhonnête avec eux, vous n'avez pas joué le rôle de la ligne hiérarchique, et dans ces cas-là, le jour où ils peuvent s'en aller en claquant la porte et en vous laissant dans la mouise, je ne vous dois rien puisque je me suis construit tout seul. Et on s'aperçoit que derrière ces enjeux de formation, c'est tout l'enjeu de la sociabilité du groupe qui se joue. Et c'est ça qui est formidable. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui dans une époque formidable. Merci. Allez, statutairement, vous avez droit à une question ou deux. Vous avez envie de faire des trucs? Enfin, qui soit avouable, bien sûr. Hein, je veux dire. Non? Rien avouable? Autant pour moi, alors. Oui. 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 Monsieur.
Merci. Alors, pas mal, mais c'est pas bien encore. On sent bien qu'il y a des marges de progrès. Non, je note. Hein. Alors que ça fait... Je bosse. Oui, c'est ça, c'est fait exprès. C'est une stratégie. Oui, alors je reprends, c'est comment est-ce qu'on peut former les formateurs à ceci. Pour former un formateur aujourd'hui, il y a deux postures intéressantes. C'est le formateur leader et le formateur coach. Autrement dit, le formateur leader, c'est celui qui se lève et qui raconte une histoire, ce que je fais avec un stand-up. Gros avantage du formateur leader, je vous donne plein d'informations, et vous voyez des trucs comme ça, et on ne fait pas une journée comme ça, quoi. Sinon, au bout d'un moment, tout le monde s'en va, ils sont épuisés, quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver un univers. Moi, j'ai un univers qui me ressemble. Ça peut aller jusqu'au stand-up. Donc, travailler sur les techniques de stand-up, d'improvisation. Mais ça veut dire que si je fais un jeu, je n'ai pas besoin de plateau, je suis le jeu. C'est ça, le formateur leader. Voilà. Donc, ça, il y a des techniques comme ça. On peut s'entraîner, travailler beaucoup avec l'improvisation théâtrale. Si vous avez dans la famille quelqu'un qui est théâtreux, souvent, il ne fiche rien. Donc, notez bien qu'on peut le faire bosser. Donc, et il travaille non pas sur le théâtre, mais sur l'improvisation. Et donc, ça veut dire que petit à petit, je ne me départis jamais de la situation. Je suis en position haute et je garde cette position avec autorité. Comment me tenir? Vous avez par exemple la synergologie qui vous montre comment je me tiens et comment je vois mes ennemis. Et comment je les ramène à moi, comment je fais du joke. Moi, j'ai un humour particulier, chacun le sien. Je suis plutôt à l'aise avec certaines formes, d'autres sont avec... Tout est bon. C'est quoi l'élément où moi je trouve ce qu'on appelle ma congruence? Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, le coach, c'est celui qui dit rien. Un vrai coach, il a des protocoles, il pose des questions. À la limite, vos réponses, je m'en fiche un peu. J'attends que vous ayez fini de parler parce que ceci, cela, mais j'applique mon protocole. Il y a un exercice très intéressant à faire. Vous connaissez un peu la communication ericksonienne, avec l'hypnose, etc. Voilà. Donc, un truc très intéressant à faire pour voir si la personne est réellement attentive à l'autre. Parce que quand je dis rien, bah, ça veut dire que c'est pas le groupie, hein. C'est pas un sleeping partner, hein. Je travaille. Et donc, par exemple, c'est de faire un travail de coach, c'est-à-dire sans voix. Enfin, sauf la mienne. C'est-à-dire, je vous pose des questions, un coach a des protocoles en disant quel est le problème, qu'est-ce que tu veux faire et quels sont les éléments de solution, par exemple. Voilà, grosso modo. C'est un peu plus complexe que ça, mais c'est chaque fois des protocoles. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est coach, je vous dis, par exemple, quel est le problème? Vous ne me le dites pas, mais donc déjà, je pose ma voix, je parle doucement, je mets dans un univers où il n'y a pas trop de bruit, pas trop de lumière, où il ne fait pas trop chaud, et on commence à discuter. C'est ça l'hypnose. Hein. Et donc, dans la voix, je pose des questions. Donc, quel est le problème? Comment c'est arrivé? Donc, voilà. Et en fonction de mes questions, ce que je fais, mais la personne en face ne me répond pas. Mais je le calibre en me disant comment est-ce qu'il marche, des micro-signaux. Et donc, et par ce système-là, je vais résoudre son problème sans jamais savoir de quoi il parle. Ça m'oblige, moi, à être... Donc, c'est la synergologie, ça m'oblige à être attentif à l'autre. Et donc, ça m'oblige à me taire. Donc, quand il y a des gens qui parlent tout le temps parce qu'ils ont du mal à écouter les autres, il faut qu'ils apprennent à marcher sur leurs deux jambes. Et donc, bien sûr, derrière, mon débriefing, c'est pas... Parce que ceux qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas parlé, ils disent « ça, c'est pas bien ce que tu as dit. Hein. » Je veux dire, ça, c'est pas vraiment bien. Le débriefing, c'est qu'est-ce que tu as voulu dire? Et on est chaque fois sur le questionnement. Je ne prends pas position quand je suis coach. Hein, j'ai pas mal à accompagner les écoles de coach. Donc, ça veut dire que c'est... Et à partir de là, après, j'écris une pédagogie qui marche sur mes deux jambes. Voilà. Après, on peut améliorer, en fait, toujours plein de choses. Mais l'élément, c'est d'être capable de leur donner deux choses. Et vous écrivez une histoire, quand on fait du co-développement, par définition, il y a formateur-coach. Mais au départ, pour démarrer le truc, pour poser le truc, ben, il faut que quelqu'un se lève et raconte l'histoire. Voilà. Et dès le démarrage, ça veut dire que vous écrivez ça comme vous voulez, mais vous prenez sur quelques jours de formation où vous travaillez la position haute et la position basse. Après tout est bon, quoi. D'accord? Et donc, ça vous permet d'avoir des gens, et donc vous voyez leurs émotions en disant, est-ce qu'ils sont passionnants? Et donc, ça veut dire que l'élément, c'est que vous les obligez à sortir de leur gond, mais ça veut dire aussi que quand vous travaillez avec un groupe de formateurs, c'est-à-dire que vous-même qui animez le groupe, si c'est vous qui l'animez, ça veut dire que c'est vous qui devez créer la bienveillance. C'est-à-dire qu'un groupe de formateurs, quand vous les mettez ensemble, il est nul là-dessus, les gens métiers, ils sont toujours infects les uns avec les autres, donc il faut créer cette bienveillance. Donc c'est celui qui crée l'animation, et à partir de là, ça veut dire qu'on augmente le niveau d'expertise. Parce que tout ce que j'ai dit, ça permet d'upgrader, quel que soit le niveau qui soit le leur. Hein. Tout est bon. Enfin, il faut trouver un truc qu'ils ne savent pas faire, quoi. C'est pour qu'ils puissent se regrouper à plusieurs pour apprendre. Et donc après, vous montez ça en fonction de ce que vous avez vu. Et après, vous leur tentez de faire le show. Que ce soit en présentiel, que ce soit en numérique, c'est exactement pareil. Simplement, il faut qu'ils s'entraînent. Et ils ne s'entraînent pas. Ce n'est pas eux qui s'entraînent tout seuls dans leur coin. C'est vous qui organisez l'entraînement. C'est-à-dire qu'ils apprennent seuls ensemble. C'est ça qui est la force. Mais c'est passionnant, et à la fin, vous avez des gens qui savent électriser une foule. C'est-à-dire comment je parle à 200 personnes, 400 personnes, quand on dépasse les 50, les gens, ils ne m'entendent plus. Donc quand j'ai 200 personnes, comment je fais pour parler en public? Alors bien sûr, il y a l'angoisse de parler comme tout le monde, quoi, je veux dire. On a peur d'être jugé, mais c'est une mécanique. Et là, c'est la logique du stand-up. Entraînez-vous à faire des stand-up formatifs. Alors si vous avez un cursus, c'est hyper intéressant de démarrer par un truc comme ça.
Donc vous positionnez vos cadres. Alors il faut prendre quelqu'un qui soit entraîné, une personne, c'est le principe du stand-up. Sinon après, quand on est plusieurs, c'est un peu plus compliqué parce on joue avec l'autre. Alors il y a ceux qui sont un peu vicieux, c'est-à-dire qui laissent l'autre jouer pour se positionner en fonction. Alors que le stand-up, on est seul, il faut que ça avance, quoi. Et donc ça veut dire qu'il y a quelques écoles, mais reprenez des gens sur l'improvisation théâtrale et on peut faire de très très belles choses. Voilà. Le tout, c'est à la fin, vous dites, est-ce qu'il y a une émotion qui est transmise? Voilà. Et vous allez vous apercevoir vous allez avoir des formateurs qui kiffent, y compris des vieux. Parce que le vieux, c'est quelqu'un qui est bien parce qu'il est comme un jeune, mais il connaît les raccourcis. Donc il fait ce qu'on lui demande et il se dit, ouais, c'est bien, moi franchement, j'ai beaucoup aimé. Comme ça, on sait qu'on n'interroge pas. Alors que quand vous les mettez dans ces situations-là où ils se sentent respectés, et je vous rappelle que bienveillance, ça a deux sens, c'est voir bien. Il n'y a pas à tortiller, quoi. À un moment, on est bon, pas bon. Et donc, deuxième élément, voir le bien. C'est-à-dire se dire, on voit qu'il y a la personne s'est plantée et je vois qu'il y a une marge de progrès. C'est pas la même chose de t'es nul ou c'est génial parce que tu vas pouvoir progresser. Quelle énergie je mets? Et ça, quand vous écrivez ces formations-là, vous devez choisir le ton que vous mettez. Et bien sûr, comme les gens sont de plus en plus indépendants et surtout les formateurs qui sont face à leur groupe, bah, par définition, vous êtes obligé d'utiliser la bienveillance, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant. Sinon, ils sont dans l'évitement et ils feront comme d'hab. Et de toute façon, vous n'allez pas tous les vérifier derrière. Donc, ce système de contrôle. Mais c'est là où, dans toutes les formations, quelles qu'elles soient, ça amène du développement personnel. C'est-à-dire que, quel que soit son niveau, il est là, vous tapez plus haut. Et là, les gens, ils sont bluffés parce qu'ils disent, grâce à vous, on est allé loin. Et vous créez des expériences de vie. Pour avoir écrit pas mal pour avoir été patron de formation de pas mal de groupes où j'ai écrivé des écoles, c'est le fait de dire qu'on s'apercevait que les gens, 10 ans après, me disent c'est génial. Je m'en rappelle encore, je l'utilise encore. C'est pas que ce soit extraordinaire. Ce qui était extraordinaire, c'est que j'avais choisi, sans ma ligne hiérarchique, parce qu'ils étaient pénibles et ils m'auraient dit non, j'ai choisi de faire des pédagogies affectives. C'est ce dont tout le monde avait besoin, et dans ces cas-là, c'est ça qui fait la différence. Et les gens vous disent merci. Et donc, vous recréez du lien, c'est ce qui est ça le rôle de la formation, autour de la compétence. C'est plutôt bon, quoi, une bonne pioche. Et donc, il faut l'écrire un peu quand même. Une dernière question. Après, c'est la razzia sur les bonbons, hein, je veux dire. De toute façon, à la fin, les gens les jettent. Hein, je veux dire, c'est ballot, quoi, ça rend service. Vous les ramenez chez vous en disant, tiens, je t'ai ramené des fraises Tagada. Bah, c'est un beau geste, je veux dire. On est toujours critiqué ici. Hein. Désolé. Oui. Alors, un stand-up formatif, un exemple, j'ai fait ça pour Pôle emploi. Ils m'avaient demandé, parce que Île-de-France, ils étaient un peu en difficulté. Bon, ils s'amusent à Pôle emploi, mais c'est en devenir. Hein. Donc ça veut dire, ouais, si un devenir lointain, mais devenir quand même. Donc ça veut dire qu'ils avaient besoin de quelqu'un, et puis ils devaient manquer quelqu'un, donc ils m'ont demandé de le faire. Donc comment est-ce que j'ai fait? Donc je suis arrivé, je les ai écoutés, j'ai vu à peu près des gens qui sont souvent maltraités. C'est un peu, il y a une histoire chaque fois dans toutes les boîtes, et donc on arrive et il faut redonner de l'énergie. C'était la convention, hein, ils font ça. Et donc à partir de là, j'ai travaillé avec le fait de leur redonner la fierté de leur métier. Donc j'ai démarré, c'était du numérique, c'était que des formateurs, et donc c'était de leur dire le numérique est ton ami quelque part. Et eux, ils étaient en train de se dire non, on va en parler avec les partenaires sociaux d'abord. Donc ça veut dire qu'on ne s'en sort pas, quoi. Donc, au bout d'un moment, on a raconté un stand-up, ça a pris 1 heure, à peu près 1h15. Donc j'ai un peu débordé par rapport à l'heure qu'on m'avait donnée, mais ça veut dire qu'au départ, on fait du joke, on fait des trucs marrants, mais on donne de l'information, donc on les amène dans un univers, puis au bout d'un moment, on pose des vraies questions, à quoi ils servent, qu'est-ce qu'ils apportent comme valeur ajoutée, et puis on termine par on a besoin de vous. Avec une vraie sincérité, parce que c'était ce que je croyais, ce dont on m'avait dit, et donc à partir de là, on termine avec une vraie émotion. Donc le stand-up, c'est un rythme qui est particulier, une façon de parler. C'était théâtre de Wagram, donc c'est un peu plus grand que ça. Et donc ça permet d'avoir, il y avait 700 personnes dans la salle, et donc ça permet d'avoir un rythme de faire. Et donc à la fin, c'est assez génial, parce que le but du stand-up, c'est quoi? C'est poser des jalons et donner l'envie. En 1 heure, voilà, ils ont appris plein de trucs en disant c'est possible, ça désacralise beaucoup, mais après, il reste le passage à l'acte. Donc pour une introduction, c'est hyper intéressant, ça donne l'envie, puis après, si on n'en fait rien, alors c'est là où était le devenir. Voilà, c'est ça. Ils ont trouvé ça super chouette, ils sont hyper contents, mais ça veut dire qu'au final, derrière, c'est qu'est-ce que j'en fais? Et donc vous voyez bien l'outil de cette, c'est un peu comme un World Café, un truc comme ça, hein, si on suscite un peu l'engagement des gens et qu'à la fin on dit on fait comme d'hab, ils disent ici c'est n'importe quoi, on est pris pour moins que rien. Alors qu'en fait, donc si on suscite l'envie, et ça on sait faire, il y a plein de façons de le faire, après derrière vous avez votre stratégie pour dire comment je les accompagne pour faire des trucs intéressants. Et si vous avez écrit ça, vous profitez de la vague de l'émotion qui a été donnée. Le seul profit qu'il y avait, c'est que les directrices qui sont passées après, elles se sont mis à chanter en public.
Alors pour vous voyez, la fonction publique, c'est pas non plus, ils sont pas hyper marrants, mais comme il y avait tellement d'énergie positive et les gens étaient en larmes avec une telle émotion, mais c'était le but de mon travail, au final, ça veut dire qu'on avait suscité, donc ils sont partis, ils étaient heureux comme tout, et puis à la fin, bon, ils ont fait comme d'hab, donc ça a servi à un moment de plaisir localisé. Voilà ce que c'est un stand-up. Mais c'est un outil au service. Et quand on a des formateurs, même s'ils ne font pas de stand-up, si on leur apprend des techniques comme ça les rassure et ils sont beaucoup plus forts pour aborder des techniques quand je parle dans une trentaine de personnes. Parce qu'ils savent qu'il y a encore plus haut et qu'ils l'ont déjà testé et que ça a marché. En fait, il faut leur donner, comme tout le monde, des épreuves, quoi. Ils sont bons, ben on leur dit on va encore faire encore meilleur parce qu'il y a des trucs encore plus géniaux. Et comme des fois, ce n'est pas écrit, ben vous écrivez, quoi. Voilà. Le stand-up, il y a 2 écoles en France qui sont données. Mais donc, ce sont des stand-up qui sont de comiques, mais vous pouvez avoir le Comedy Jamel Club. Voilà, et vous avez, comment est-ce qu'elle s'appelle, Roumanoff, voilà, qui en fait. Donc, je suis allé voir Roumanoff parce que, voilà, très bien. Et on arrive donc à la fin. Et Roumanoff, effectivement, je n'avais pas apprécié sa façon de faire. Donc, je me suis dit, je vais le faire moi-même. Ça, c'est mieux. Et donc, je suis allé à Londres pour travailler dessus. Et ça m'a permis de voir, parce que c'est le temple avec le Piccadilly Circus. Voilà. Et donc, mais vous prenez un théâtreux, un mec bien dans toutes les régions, vous avez un théâtreux, un mec, ils sont entraînés pour faire des exercices, vous lui dites ce que vous voulez, il va vous dire c'est pas possible, vous dites si quand même parce que ça va être comme ça, il dit ah d'accord, on va voir, et puis après vous racontez votre histoire. Mais c'est passionnant, et vous allez voir que les gens, en fait, il faut les faire rêver dans tous les métiers. C'est ça qui est formidable. Et donc, c'est voilà, trouver des trucs qui vous correspondent. Et si après, vous adhérez à la FEN, parce que voilà, on peut le faire, ben, vous créez un groupe, tous les gens qui ont créé des trucs un peu bizarres. Il y a des jeux que moi, je ne comprends pas, et donc ils sont très disponibles. Donc, parce que en fait, je n'ai pas joué à ça, moi, parce que je n'ai pas trop joué à tout. Je n'ai pas une enfance facile. Voilà. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, mais on voit, et ça a permis à des gens de se débloquer en disant c'est vrai que lui, il l'a fait, c'est vrai qu'il en fait, moi, ça devrait marcher. Et quand on s'aperçoit qu'on a la force des 2 autres, ben, on revient en force dans ce qu'on fait. Et si ce n'est pas la fin, on s'en fiche, parce que ce n'est pas les 24 €. Créez votre petite association à vous, mais avec des gens un peu bizarres qui sont d'un autre univers, parce qu'ils vont vous apporter des trucs qui vont vous enrichir. Je vous remercie.